Quelques secondes, 10 secondes avant notre première estimation Ipsos Soprasteria. Voilà, vous allez découvrir ce score, ces résultats, 3 secondes. Il est 20h, en tête de ce premier tour, La République En Marche, Modem, 32,2%. Puis les Républicains, UDI, Divers Droite, 21,5%. Le Front National à 14%. La France Insoumise à 11%. Le Parti Socialiste ne serait ce soir qu'à 10,2%. Autre panneau, on découvre effectivement un parti communiste à 3%, Europe Écologie Les Verts à 3%. On va maintenant regarder notre première projection en siège de cette nouvelle Assemblée. Et vous le voyez, La République En Marche, Modem, obtiendrait 390 sièges et jusqu'à 430 sièges. Du côté des Républicains, 85 à 125 sièges. Au Parti Socialiste, de 20 à 35. La France Insoumise, de 11 à 21. Du côté du Front National, de 3 à 10 sièges. Je vous rappelle qu'il faut 15 députés pour pouvoir créer un groupe à l'Assemblée. C'est une vraie révolution politique que vous voyez apparaître à l'écran. Cette forte domination au terme de ce premier tour de La République En Marche et l'affaissement des partis traditionnels. La parole avec vous, Léa, et avec Brice Teinturier. Brice, même s'il faut rester prudent, on répète et on répétera toute la soirée que ce sont pour l'instant des estimations. On peut bien dire que c'est un raz-de-marée pour La République En Marche. Oui, ce soir, en tous les cas, c'est un premier tour. Le second tour n'a pas eu lieu, mais ce soir, incontestablement, il y a un succès, celui de La République En Marche, qui domine très nettement le deuxième bloc, celui de la droite traditionnelle. 32%, c'est beaucoup, un peu plus de 32% même, mais pour la droite, 21,5%, il faut le comparer aux 34,6% que la droite traditionnelle obtenait en 2012. Et là, on voit l'ampleur du recul, l'ampleur historique de ce recul, qui est peut-être plus grave encore pour la droite traditionnelle que ce qui s'était produit en 1981. Pour le Parti socialiste aussi, c'est un échec considérable. Avec un peu plus de 10% des suffrages, c'est un recul plus gigantesque encore que pour la droite traditionnelle, puisque le PS et ses alliés étaient à 35% en 2012. Échec également pour le Front National. 14%, c'est en gros le résultat de 2012, des législatives de 2012, où il avait obtenu 13,6%, et c'est évidemment moins que la présidentielle, où Marine Le Pen avait eu 21,3%. Et la décote est encore plus importante qu'en 2012, donc le Front National ne se remet pas de l'entre-deux tours et de ses déboires successifs. Et puis pour la France Insoumise, c'est un échec mais relatif, parce que la France Insoumise progresse par rapport à 2012. Elle avait obtenu 7%, là on serait à un niveau nettement supérieur. Et le Parti communiste et la France Insoumise feraient environ jeu égal à 14% avec le Front National. C'est donc moins que lors de la présidentielle, mais c'est un échec relatif par rapport au Front National notamment. Merci Brice. Une image tout d'abord, celle du siège de La République En Marche avec ses applaudissements, cette scène de joie au terme de ce premier tour. Vous le voyez, vous allez le voir sur ces images. Applaudissements au moment de l'annonce de ces résultats. La République En Marche qui arrive donc en tête. On retrouvera tout au long de la soirée tous ces résultats parce qu'il y a de multiples points chauds avec vous, Guillaume Daret. Guillaume, vous nous donnerez tous ces résultats. Nathalie, un premier mot, un premier commentaire, une vague immense et un renouvellement de la vie politique assez incroyable. Vous voyez, un an, ça n'existait pas En Marche, donc vous les voyez aujourd'hui qui arrivent en tête, donc il y a une énorme vague, c'est très clair. Donc le dégagisme est absolument partout. Alors, il y a une opposition en face qui va être relativement réduite. Il y a toute une classe politique qui va être envoyée à la retraite d'office. On va retrouver avec un renouvellement incroyable. Nouveau, il y a 2/3 de députés qui mettront les pieds pour la première fois à l'Assemblée. Beaucoup de sociétés civiles, alors ça n'aura aucun rapport. Beaucoup de femmes, parce qu'on risque d'avoir 40%, on risque. Ça sera très bien d'avoir 40% de femmes, c'est-à-dire que la parité, pour une fois, sera obtenue. Alors, Emmanuel Macron aura totalement les mains libres. Il faut seulement voir avec le taux d'abstention qu'il n'y a pas quand même un enthousiasme fou, puisqu'il arrive certes en tête, mais l'abstention fait qu'il n'y a pas une vague énorme qui peut le relégitimer. C'est le petit bémol qu'il faut donner à ces résultats. Et nous sommes au terme seulement du premier tour. J'imagine qu'on va en parler dans quelques instants sur le plateau. Avec vous, Guillaume, on fait le point régulièrement. Vous allez avoir vos résultats, l'ensemble des résultats dans votre circonscription. On va vous les donner. Il y a beaucoup de points chauds. À vous, Léa. On va débattre maintenant. Et on va d'abord donner la parole à Mounir Mahjoubi. Vous êtes secrétaire d'État au numérique. Avant de parler de votre situation, vous, puisque vous êtes candidat également, un mot sur le résultat qui vient de s'afficher, sur ces estimations, ces premières estimations. Raz-de-marée, donc, ça ressemble à un raz-de-marée pour La République En Marche. Est-ce que votre joie ce soir est atténuée par ce chiffre de l'abstention qui est immense, qui est historique? Un Français sur deux n'est pas allé voter aujourd'hui.
Oui, c'est le chiffre le plus important de ce soir, c'est le chiffre le plus important de la journée, c'est l'abstention. Après, il y a ceux qui se sont déplacés, qui sont venus voter. Les Français ont fait de La République En Marche la première force politique de ce pays. Et ça, il faut le souligner, il faut le montrer, et il faut remercier ceux qui sont venus. Il faut remercier ceux qui sont venus, et puis nous, en tant que mouvement, il faut aussi qu'on soit capable de rester humble. Parce qu'il n'y a que 50% de participation, parce que tous ceux qui ont voté pour nous l'ont pas forcément fait par adhésion à 100%. Et comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu d'engouement? Que les Français ont boudé les urnes, finalement? Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de raisons de ne pas aller voter un dimanche d'élection. Ceux qui sont venus voter, il faut leur redire merci. Ceux qui ne sont pas venus voter, c'est ceux qu'on devra continuer à convaincre dans les 7 jours qui nous restent. N'oublions pas qu'il y a un second tour. Second tour, on doit y aller franchement, y aller avec courage, et on doit continuer de convaincre. Parce que ceux qui sont venus aujourd'hui, ils sont aussi venus dire que les premiers mois, les premières semaines de mandat du président de la République Emmanuel Macron ont été des semaines qui sont devenues exemplaires, qui ont permis aux Français de se dire qu'il y avait un chemin qui se dessinait et que ce chemin leur allait et qu'il fallait apporter une majorité à ce dessin qui commençait. Mounir Majoubi, juste un mot sur votre circonscription. Vous êtes candidat, est-ce que vous avez déjà des premières tendances chez vous? Non, comme vous savez, à Paris, on continue de voter jusqu'à 20h. Donc là, on commence à peine à compter les enveloppes, donc les chiffres arriveront un petit peu plus tard. Vous êtes à côté de votre portable, je va regarder. Et on saura peut-être, effectivement, si vous êtes encore ou pas ministre ce soir. Vous la prendrez en direct avec moi, ce sera... On regardera tout ça. Alexis Corbière, j'imagine que ce soir, vous êtes quoi? Soulagé, abattu, il y a toujours 2 façons de voir les choses. Bah, écoutez, je prends le commentaire de Brice Teinturier comme étant... Comme argent comptant. Non, mais c'est une force politique nouvelle à émerger parmi ce nouveau paysage bouleversé. Des forces sont en grande difficulté. Nous, on émerge. Je trouve que c'est prometteur. Je voudrais saluer tous les candidats. Nous, on a fait un énorme renouvellement. Tous les candidats de la France Insoumise qui ont fait une belle campagne. Ça veut dire, sans doute, que dans énormément de circonscriptions, on est au second tour. Je veux dire, je souhaite bon courage à tous les amis. Il y a un second tour qui va se jouer maintenant, que moi, j'aimerais politiser, dans le sens où il y aura un choix qui sera fait pour ou contre ce que je vais nommer la casse du Code du travail, ou du moins cette réforme dangereuse selon moi. On pourra voter, et là j'invite moi à ce qu'on se mobilise, notamment derrière les candidats de la France Insoumise, pour envoyer un signal, effectivement, qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui ne sont pas d'accord avec cela, et qui peuvent même venir voter plus nombreux au second tour, parce qu'il y aura un enjeu qui est-ce qu'on accepte ou pas qu'on puisse faire une espèce de loi, une connerie encore plus dure pour les salariés? Est-ce qu'on est d'accord pour supprimer 125 000 postes de fonctionnaires comme le prévoit M. Macron? Ou est-ce qu'on dit non? Et la France Insoumise sera là. Donc vous voyez, on va se revoir peut-être la semaine prochaine, et la carte qui sera la vraie Assemblée nationale n'est peut-être pas ce qu'on annonce. Donc moi je dis, les amis de la France Insoumise, bravo à tous, je suis content, on espère toujours avoir mieux, et puis on va voir qu'on va avoir un beau second tour. Vous allez revendiquer finalement le parti de l'opposition, c'est vous. Ben vous l'avez dit. Et le premier parti de gauche, c'est vous également? Moi, je veux utiliser le mot du grand mouvement social, écologique. Aujourd'hui, la principale force, c'est nous, mais à nous aussi de créer les conditions que des gens se mettent aussi avec nous pour créer les conditions, sans doute que ce soit pas ce succès de France Insoumise, non pas que ce succès de En Marche, non pas que c'est pas une affaire personnelle, mais parce que ce qu'ils nous ont fait ces dernières semaines, je juge ça dangereux pour les milieux populaires et dangereux pour ce pays. Alors vous serez peut-être à l'issue du second tour la première force d'opposition. Pour l'instant, si on voit les premières estimations du premier tour, c'est pas le cas. C'est j'ai dit social et écologique. Oui, mais pour l'instant, la droite a fait mieux que la France Insoumise, en tout cas pour ce premier tour. Bernard Accoyer, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. Quand vous voyez ce camembert où la droite est affaiblie très largement, où le Parti socialiste est atomisé, et que vous voyez cette... Alors on parlait de vague rose ou de vague bleue, là c'est une vague violette, c'est une nouvelle couleur. Est-ce que vous avez l'impression d'enterrer un monde ancien ce soir? D'abord, c'est un premier tour. C'est un premier tour. Bien sûr, il est décevant pour notre famille politique, mais un premier tour avec un taux d'abstention record. On n'a jamais aussi peu voté pour des élections législatives, et cela nous interpelle. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent plus à la vie politique? Ça veut dire qu'ils ont adoubé Emmanuel Macron et désormais, finalement, l'opposition ne les intéresse plus? C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que notre électorat ne s'est pas mobilisé, qu'il n'est pas allé voter, parce que nous sommes dans la vague de l'élection du président de la République, et que sous la 5e, ça se passe souvent comme ça. Et donc, il faut maintenant d'abord prendre acte que les Républicains sont ce soir la deuxième force politique
du pays et qu'il nous appartient, dans la semaine qui vient, de détailler, de développer les différences et surtout les points faibles qu'il y a dans le programme d'En Marche, dont on a très peu parlé, parce qu'on a surtout fait ces élections sur des images, sur les belles images de l'intronisation du président, sur les belles images à l'international, et on n'a pas parlé des programmes. Et maintenant, les Français doivent se saisir des conséquences de ce qui serait demain, s'il n'y avait pas un réveil entre les deux tours, une sorte de parti unique. Bernard Accoyer, vous pourriez perdre dans une semaine presque 100 députés. C'est énorme. Comment vous expliquez ça? Et il y a 1 mois et demi, à la fin de la présidentielle, vous aviez dit la droite va prendre sa revanche, on va gagner les législatives, et là, vous pourriez reculer nettement. Je viens de vous le dire, il y a la force de l'élection du président de la République, avec un deuxième tour dont on sait qu'il n'était pas un deuxième tour, où on a parlé du programme. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé au premier tour, puisqu'on parlait des affaires. Au deuxième tour, on parlait de la candidate de l'extrême droite. Et là, on n'a pas beaucoup parlé non plus du projet pour les législatives. Et maintenant, on va parler du projet. Et je pense que le deuxième tour va mobiliser, et c'est d'ailleurs l'appel que nous lançons, nos électeurs, pour que, ouvrant les yeux sur les conséquences d'un programme tel qu'un programme d'impôt supplémentaire, de hausse de la CSG, avec, sur le plan régalien, des propositions qui sont tout à fait insuffisantes face à la situation, nous ayons un sursaut au deuxième tour. C'est à cela que nous appelons nos électeurs. 20h10, avant de retrouver Julien Drey et nos autres invités, on va faire un petit rappel justement de cette première estimation que vous avez vue à 20h. D'abord, en pourcentage, c'est La République En Marche qui obtiendrait donc plus de 32% des suffrages. Vient ensuite LR avec 21,5%, vous le voyez apparaître. Le Front National est à 14%, la France Insoumise à 11%, le Parti Socialiste et les Divers Gauches à 10,2%. Voilà pour la suite des résultats, le Parti communiste à 3%. Estimation de l'Assemblée maintenant également, siège avec, vous le voyez, c'est assez impressionnant, cette partie de camembert mauve entre 390 et 430 sièges pour La République En Marche et le MoDem, entre 85 et 125 du côté des Républicains, entre 3 et 10 du côté du Front National, le Parti Socialiste entre 20 et 35. Question à vous, Julien Drey. On se souvient que l'on disait qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas remporter la présidentielle. On se souvient qu'on avait dit qu'Emmanuel Macron était inexpérimenté, qu'il ne pourrait pas endosser le costume de président de la République. On se souvient qu'on avait dit qu'il n'aurait pas de majorité absolue. Il marche sur l'eau, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe, Julien Drey? Je ne sais pas qui avait dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Beaucoup avaient dit ça. Je pense qu'il y a une logique dans le système de la Ve République. Quand un président de la République gagne, surtout avec l'inversion du calendrier, les Françaises et les Français ne se désjugent pas en quelques semaines, sauf accident de parcours. Mais nous avons un exécutif qui a fait très attention, même s'il y a des éléments à pointer et qui posent problème, mais qui a fait attention de ne pas faire la faute majeure, comme ça avait été le cas par exemple en 2007. Et donc il y a une confirmation avec beaucoup de nos concitoyens et concitoyens qui disent finalement il faut lui donner sa chance. Donc transfert de voix. Donc finalement passer de 30% lui donner sa chance parce que, si vous me permettez, il faut lui donner sa chance parce que faut que ça marche. Cette fois-ci, il faut que ça marche. Donc forme de passivité, c'est l'abstention. Une forme de confirmation, c'est le vote qui a lieu. Et puis effectivement, une crise politique majeure pour la formation que je représente, qu'on a vue au moment de la présidentielle. Et on savait que cette élection législative qui arrivait allait être très 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 difficile. Alors justement, quel mot pour qualifier ce soir ce que vit le Parti Socialiste? Vous vivez, pour ceux qui aiment l'histoire, vous vivez le fiasco de 93 où le PS était passé de 275 députés à 57 députés. Vous le vivez ce soir en pire, si on en croit les estimations, puisque vous n'auriez que 20 à 35 sièges. C'est quoi? C'est un séisme? C'est la mort du PS qu'on est en train de vivre? Non, c'est pas la mort, puisque vous avez évoqué 93. Déjà, on nous disait qu'on allait mourir. Je ne crois pas. Je crois que c'est une crise politique profonde. D'abord, il faut attendre le deuxième tour, parce qu'il va y avoir des combats. Et moi, je crois que dans un certain nombre de circonscriptions, ça va être important de voter pour les candidats socialistes qui sont là, parce que chaque député socialiste qui va rester à l'Assemblée nationale sera utile, sera efficace et jouera le rôle de conscience politique nécessaire dans une Assemblée qui risque sinon d'être totalement repliée sur elle-même, parce que ne représentant qu'une partie de la population. Donc je crois qu'il faut continuer à se battre. Et puis après, il va falloir effectivement retravailler profondément à refonder ce qu'a été l'identité socialiste. Et c'est le travail auquel nous allons tenir. Mais pour l'instant, il faut encore, cette semaine, travailler à essayer de gagner le maximum. Et puis, si vous me permettez, parce que la vie politique, c'est quand même quelque chose de très injuste. Je voudrais juste avoir une pensée amicale et affective à l'égard des camarades, des militants, des sympathisants et de ces députés qui, ce soir, parce que c'est dur une défaite électorale. Et des fois, on se demande pourquoi on l'a subie.
Alors, Vous avez l'impression qu'elle est injuste, celle-là ? Bravo à ceux qui ont gagné, évidemment, et bonne chance, parce qu'il faut toujours souhaiter bonne chance. Mais je voudrais avoir cette pensée aussi par rapport à tous mes amis et camarades qui vont avoir certainement aussi des questions qui vont se les poser. C'est un moment difficile, il faut serrer les rangs, il faut travailler, et il faut se dire que, comme me l'avait dit François Mitterrand en 1993, on reviendra. On reviendra, c'est la phrase en tout cas pour le moment de Julien Drey ce soir, 20h14. Des nouvelles maintenant d'un ministre qui était effectivement en situation difficile puisqu'il pourrait, en cas de défaite, ne plus l'être dans quelques temps. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. On va retrouver Anne-Charlotte Iné du côté d'Évreux. Est-ce que vous avez des premières estimations, des premiers résultats ? Absolument, nous avons des résultats partiels, 80% des bulletins dépouillés et Bruno Le Maire obtiendrait 45,58% des voix dans cette première circonscription de l'Eure, suivi du Front National qui obtient 23,5% des voix, puis la France Insoumise à 11%, puis la candidate des Républicains à 6%. Donc c'est encore des résultats partiels, ils vont être affinés dans les prochaines minutes, mais Bruno Le Maire, à l'heure qu'il est, arrive largement en tête. Il a donc réussi son pari puisque 45%. C'est plus que le score qu'il avait obtenu au premier tour en 2012, ici dans cette même circonscription. Ballottage très favorable. Ballottage très favorable. Merci à vous, Anne-Charlotte. Un autre ministre sur qui il y a un gros point d'interrogation. Il s'agit de Richard Ferrand, qui est mis en cause, vous le savez, dans une affaire de conflit d'intérêts présumé. Thomas Paga, vous êtes dans sa circonscription, à Châteaulin précisément. Est-ce que vous avez des premières indications, des premières tendances ce soir ? Oui, avec 88% des bulletins dépouillés, il apparaît que Richard Ferrand arrive en tête avec 34,11% des suffrages. Gaëlle Nicolas, la candidate Les Républicains, en seconde position avec 18%. Et Christian Troadec, vous savez, le régionaliste, atteint 14,36%. Ce sera donc un second tour entre Richard Ferrand et Gaëlle Nicolas. Le ministre qui fait même un meilleur score qu'en 2012 lorsqu'il était candidat PS. C'est donc un signe que les affaires dont nous parlions n'ont pas eu d'effet sur l'électorat. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Florian Philippot, qui est en direct de Forbach. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous, Florian Bonsoir. Philippot. D'abord, une première réaction au niveau national. Est-ce que finalement, le Front National n'est pas toujours groggy depuis le débat du second tour de la présidentielle ? C'est-à-dire que nous avons subi peut-être une déception, effectivement, dans le score et que nous avons payé un petit peu. Puis surtout, nous avons payé, je crois, l'abstention. On sait quand il y a une très forte abstention, ceux qui résistent le mieux, ce sont ceux qui ont des sortants, qui sont déjà installés, ce qui n'est, comme vous le savez, ce qui n'était pas notre cas, puisque nous n'avions que 2 députés sortants sur 577. Voilà, donc nous nous maintenons, nous faisons un score qui permettra d'avoir de nombreux seconds tours. Et maintenant, moi, j'appelle à la mobilisation générale, parce qu'on ne peut pas laisser 440 députés macronistes sur 577, plus les républicains qui sont du même tonneau, les socialistes également. Tout cela n'a aucun intérêt pour le débat démocratique et pour la diversité nécessaire dans la démocratie. Donc il faut se mobiliser massivement pour le second tour. Il y a beaucoup de choses qui sont jouables. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation à vous, Florian Philippot ? Est-ce que vous avez des premières indications, des premières estimations concernant votre résultat à Forbach ? Moi, je suis largement au second tour. J'attends de savoir exactement si je suis premier ou deuxième, j'en sais rien. Je suis souvent premier dans de nombreuses communes. Donc j'attends, ce sera face à En Marche, très vraisemblablement, comme dans beaucoup d'autres circonscriptions, avec les Républicains et le Parti Socialiste et France Insoumise derrière. Voilà, donc ce sera une belle bataille, je crois, de second tour ici à Forbach. On a beaucoup de choses à faire. J'ai fait souvent des scores beaucoup plus élevés qu'en 2012 dans de nombreuses communes. Mais j'attends d'avoir des résultats consolidés. J'ai pas encore tout. Merci à vous, Florian Philippot, en direct de Forbach. Avant de vous donner la parole à vous tous, un mot avec vous, Brice Teinturier. C'est vrai qu'on pensait, on avait discuté juste avant de prendre l'antenne, on pensait que la soirée était jouée d'avance. Ça vous fait sourire parce qu'effectivement, la grosse surprise qu'on a commencé à deviner en fin d'après-midi, c'est cette abstention majeure, historique majeure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'engouement ? C'est l'élément majeur et historique qui n'influe pas tant que ça finalement sur les résultats eux-mêmes, malgré tout des forces politiques, et non plus sur les simulations en siège, même s'il faut toujours être prudent sur les simulations en siège. Mais ce que traduit, je crois, cette abstention absolument colossale, c'est tout simplement le sentiment à la fois de lassitude des électeurs après une séquence électorale extraordinairement longue qui a démarré en septembre-octobre 2016, avec les primaires, avec 2 tours pour les primaires, des débats, des affrontements, la présidentielle, des rebondissements dans la présidentielle.
présidentielle. Et puis là, le sentiment que maintenant, les choses sont là. Il faut donner sa chance pour une partie des Français à ce président de la République. Mais il n'y a pas malgré tout un désir, une passion forte. C'est ça aussi que montre ce taux d'abstention. On l'a souvent dit avant le premier tour, on le voyait dans les enquêtes. Les Français voulaient donner sa chance à ce président et à ce gouvernement sans pour autant se dire qu'avec lui, on allait passer des ténèbres à la lumière. Simplement, ils veulent qu'effectivement, ça marche et ils se disent qu'il faut confirmer le résultat de l'élection présidentielle. Mais attention, il y a une campagne de second tour et encore une fois, la mobilisation dans l'entre-deux tours, les reports de voix premier, second tour peuvent aussi modifier ces résultats, au moins sur la simulation en siège. Mounir Majoubi, est-ce que la force d'Emmanuel Macron ne réside pas également dans la faiblesse des autres, de ceux qui vous entourent, d'une fatigue politique des partis traditionnels? C'est un mandat important qu'ils sont peut-être en train de vous confier, on verra la confirmation du second tour, une responsabilité immense, parce qu'après vous, ça sera quoi? Le déluge? Ce qui est certain, c'est que le succès de La République En Marche, il tient à une chose, c'est le ras-le-bol de la vie politique des 20 dernières années. C'est la fin d'un système, c'est la fin d'un mode de l'action publique, c'est la fin d'un système que les Français ne souhaitent plus voir. Aujourd'hui, au sein de La République En Marche, on a réussi à réunir une certaine diversité. Et dans cette diversité, il y a quelque chose qui nous unit tous. C'est cette volonté de renouveler. Et contrairement à ce plateau, je vous invite à vous projeter sur l'Assemblée nationale que nous allons permettre dans quelques jours, la semaine prochaine, je l'espère. Imaginez ces visages. La moitié de femmes que nous avons présentées sur les circonscriptions gagnables. Des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des artisans. Nous avons présenté des personnes de tous les métiers. L'Assemblée que nous avons voulue, aujourd'hui, et c'est pour cela que nous allons nous battre dans les 7 jours qui nous restent, c'est une assemblée nouvelle qui change de pratique, qui change de méthode et qui change de visage. Oui, mais ça pose aussi la question, c'est vrai qu'il y aura cet immense renouvellement, mais ça pose aussi la question du fait que ce sont des centaines de députés qui sont des novices, qui n'ont pas d'expérience politique, qui vont atterrir dans le chaudron du Palais Bourbon, ils vont devoir voter des lois, ils vont devoir négocier des amendements. Est-ce qu'ils risquent pas d'être un peu largués parfois ? Mais moi, je crois qu'on peut être aussi très largué quand on a été là trop longtemps. Moi, je crois que quelqu'un qui en est à son 5e mandat, il n'apporte pas nécessairement ce que la société civile peut apporter. Quelqu'un qui viendra ici, avec 10 ans d'expérience associative, quelqu'un qui viendra dans cette assemblée, avec 10 ans d'expérience d'entrepreneur, je vous assure que même s'il ne comprendra pas tout de suite comment on fait passer une loi, comment fonctionne la navette et comment fonctionne toute la cuisine interne, je vous assure que quand il sera en discussion, ce qu'il apportera sera nouveau et c'est ce que les Français ont voulu. Si vous me permettez, je fais une remarque. Allez-y, moi, je suis pour le renouvellement. Et c'est tant mieux à chaque fois qu'il y a des citoyens qui accèdent à des responsabilités. Mais c'est une remarque amicale et il va comprendre ce que je veux dire. Les vieilles formations politiques n'étaient pas si mauvaises que ça. Vous en êtes en quelque sorte la preuve, puisque vous avez commencé dans la campagne de Ségolène Royal en 2017. Et c'est parce que j'en ai eu ras-le-bol, et c'est pour ça que nous avons été nombreux à aller à la création de ces nouveaux mouvements. Moi, j'ai regardé vos candidates et vos candidats. Et honnêtement, j'ai vu certes du renouvellement, mais j'ai aussi vu un recyclage de gens qui se disaient tout d'un coup neufs et qui n'étaient pas très neufs, mais ça, on verra ça plus tard. 50% de candidats de la société chez vous et le recyclage, ils sont partis en face. Il y a eu, on l'a pas vu parce que par ailleurs, ils sont formidables en communication. Ils ont mis Mounier, ils en ont mis d'autres comme ça, oui. disant, mais j'ai vu dans il y a une vitrine et puis derrière, en fait, c'est des journalistes qui avaient été dizaines de circonscriptions, les gens qui avaient été recalés dans une famille politique, et hop, ils revenaient en marche. La République En Marche serait donc les recalés de la rue de Solferino. Mais maintenant, c'est une réalité, c'est pas les recalés de la rue de Solferino, parce que c'était valable dans plein de familles d'autres politiques en même temps. Bon, maintenant, il y a une bataille politique qui commence, on va pas. Je le pointe comme ça parce que je sais ce que c'est que les discours. On me dit c'est formidable, tout est beau et tout neuf. C'est pas aussi simple que ça. C'est juste de la com, Mounir Majoubi. Non, c'est pas que de la com. Parce que c'était un très bon militant dès 2007 dans la campagne de Ségolène Royal. Alors, Nicolas, on s'est promis, et vous nous aviez promis, votre génération au sein du Parti socialiste, qu'on allait faire ce renouvellement et ce changement, et il n'est jamais venu. C'est tous ces déçus-là qui ont créé la République. C'est tous ceux qui sont issus de la société civile et de ces vieux partis qui ont voulu ce renouvellement. On verra. On verra avec le temps. Le débat est entre la nouvelle gauche et l'ancienne gauche. Non, la droite a aussi la parole et le Front National, puisque Nicolas Bay n'a toujours pas parlé. Mais d'abord, on va faire un petit aller-retour vers Marseille. Et on avait entendu Florent Philippot il y a quelques instants pour le Front National. Mais on va partir à Marseille, retrouver Ambroise Boulez. Bonsoir Ambroise. On attend beaucoup de ce duel, de cet affrontement, en tout cas, entre Jean-Luc Mélenchon et Patrick Mennucci. Est-ce que vous avez les premiers éléments ce soir ?
Alors, pas encore de résultats, les bureaux de vote viennent tout juste de fermer à 20h, ils sont en cours de dépouillement. C'est sûr, c'est un duel politique entre deux poids lourds de la gauche qui se sont côtoyés au Parti Socialiste. L'un, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui chef de parti, qui a fait campagne sur sa notoriété nationale, attirant du monde à chacun de ses rassemblements. L'autre, Patrick Mennucci, qui a répondu par une campagne de terrain, une campagne où il a quadrillé les rues à la rencontre des habitants et qualifiant son adversaire de touriste. Mais les deux hommes ont affaire à une autre adversaire de taille, la candidate de La République En Marche, Corinne Versini. Elle était jusqu'alors inconnue en politique, mais elle pourrait bien, elle aussi, ce soir, changer la donne. Merci à vous, Ambroise de Marseille. On part à Cayenne à présent. Bonsoir, Clotilde Séraphin. Vous êtes en Guyane et il y a une surprise ce soir à l'issue de ce premier tour. Oui, effectivement, bonsoir. C'est effectivement de la deuxième circonscription que nous vient la grosse surprise de ce premier tour des législatives en Guyane, avec ce duel entre deux jeunes. L'un est le candidat de La République En Marche et l'autre est syndicaliste, l'un des ténors de la récente mobilisation générale. Ils évincent tous deux la députée sortante Chantal Berthelot. Dans la première circonscription, le député sortant Gabriel Serville se maintient. Il sera face, là encore, à la candidate de La République En Marche. Et puis enfin, cette abstention record chez nous également, 75%. Merci beaucoup. On va maintenant faire un point sur les premiers résultats. Vous le voyez apparaître pour la Guyane. On va retrouver Nathalie Saint-Cric et Guillaume Darey. Guillaume, les premiers résultats ce soir. Absolument, avec un résultat qui concerne l'un des membres du gouvernement, le porte-parole Christophe Castaner, dans la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence. Il est en position très favorable ce soir puisqu'il arrive en tête, 44% des voix à l'issue du premier tour. Au second tour, il affrontera Léo Alter, candidat de la France Insoumise, 16,6% des voix. Un résultat en revanche beaucoup plus serré pour Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, puisqu'elle fait jeu égal avec Stéphane Lenormand, chacun 41,6% des voix. Le résultat serait donc très serré pour le second tour. On retrouve tout de suite François Baroin pour la première déclaration du côté des Républicains. François Baroin qui va prendre la parole ce soir. Il va commencer à intervenir. Je vous rappelle pour le moment le score des Républicains, 21,5%, ce qui donnerait... Français sur deux s'est exprimé. On va l'écouter. C'est le principal enseignement de ce premier tour. Le niveau d'abstention, jamais vu depuis 1958, témoigne de la persistance des fractures de la société française. Ces fractures s'étaient exprimées avec force au premier tour de l'élection présidentielle. Elles ne sont ni oubliées, ni effacées, encore moins dépassées ce soir. Au premier tour de l'élection présidentielle, près d'un Français sur deux était prêt à choisir des solutions radicales. Au second tour, 16 millions de Français, par l'abstention déjà et par le vote blanc, ont refusé de se prononcer entre Emmanuel Macron et le Front National. L'abstention s'est amplifiée, elle est extrêmement préoccupante. De nombreux facteurs ont certainement joué. Une campagne présidentielle très longue avec de multiples rebondissements. La volonté aussi, pour certains, d'enjamber ce scrutin législatif en oubliant fondamentalement les enjeux. Tout cela a peut-être dissuadé un peu plus encore les électeurs de se déplacer. Le deuxième enseignement est que si la coalition En Marche Modem vire en tête au premier tour, le second tour opposera quant à lui, dans la plupart des circonscriptions, un candidat de la droite et du centre à un candidat En Marche. Le débat est indispensable. Les Français aspirent à la clarté, clarté des convictions, clarté du débat, clarté sur les grands choix pour notre pays. Il reste donc une semaine pour mettre en lumière les différences qui existent entre nos candidats et ceux d'En Marche dans un débat projet contre projet, ouvert, profondément républicain et naturellement respectueux des uns et des autres. Les Français doivent savoir qu'En Marche veut un choc fiscal d'un niveau équivalent à celui que François Hollande a imposé aux classes moyennes. La hausse annoncée d'1,7 point de la CSG, soit plus de 20% de cet impôt, va toucher puissamment les retraités, les fonctionnaires, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les indépendants et les épargnants. Nous ne pouvons plus accepter de hausses d'impôts aussi spectaculaires qui menacent d'étouffer notre économie. Nous voulons sortir du carcan des 35 heures. En Marche propose le statu quo. Nous avons entendu le cri de la ruralité qui s'est exprimé lors de la présidentielle. Nous n'oublions pas qu'un Français sur deux vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Nous demandons un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural et nous demandons qu'à 1 euro investi pour la ville corresponde 1 euro investi dans la ruralité. Nous portons des valeurs de liberté, de responsabilité. Nous voulons réarmer puissamment l'État face au terrorisme
restaurer son autorité et tourner le dos au laxisme pénal, des exemples parmi tant d'autres de nos différences nombreuses avec En Marche. Parce que nous portons un projet de rassemblement de tous les Français, nous disons également à tous ceux qui se sont abstenus ou qui ont fait un choix différent au premier tour, à ceux qui ont exprimé un vote de colère, un vote d'exaspération, que notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti. Les projections en sièges annoncées montrent qu'un sursaut est indispensable pour le second tour de ces élections législatives. Il est en effet indispensable pour porter un maximum de candidats d'Union de la droite et du centre à l'Assemblée nationale. Il est indispensable également car c'est bien dimanche prochain, dans une semaine, que les grands choix pour le pays vont se décider. La mobilisation de tous est impérative afin d'éclairer le plus et le mieux possible les Français pour les 5 années à venir. Voilà pour la déclaration de François Baroin. À vous, Léa. Oui, un Français sur deux n'est pas allé voter. C'est l'enseignement principal de ce premier tour, a dit François Baroin, qui préfère donc retenir l'abstention historique plutôt que le score, disons, décevant des Républicains. Nicolas Bay n'a pas dit un mot depuis le début de cette émission. Alors, Nicolas Bay, on va vous donner la parole. Vous êtes député européen, vous êtes candidat dans la 6e circonscription de Seine-Maritime. Au niveau national, Marine Le Pen a fait un score historique à la présidentielle. Elle a fait 21% au premier tour. Elle a fait près de 11 millions de voix au second tour. Elles sont passées où, ces voix ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tassement qui est plus important que ce qu'on espérait entre la présidentielle et législative, mais il y a toujours eu ce phénomène-là depuis 2002 à toutes les élections présidentielles. C'est vrai qu'on peut avoir de la déception parce que le résultat est un peu en deçà de ce qu'on aurait espéré. Ce qu'on voit surtout, c'est que l'abstention est extrêmement élevée, que cette abstention très élevée, elle a favorisé la République En Marche et elle a favorisé les sortants. Or, le Front National n'avait aucun Nicolas sortant, Bay, un seul sortant qui se représentait. Je vais vous couper la parole, mais c'est pour Marine Le Pen. C'est pour votre patronne. Elle est en train de prendre la Mes parole. chers compatriotes, le scrutin est marqué par un taux de participation extrêmement bas, ce qui est inquiétant. Ces élections législatives, à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, n'ont soulevé aucun enthousiasme chez les Français, qui semblent plus nombreux que jamais à ne guère s'intéresser à la vie publique. Cette abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin, qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord, et d'une représentation digne de ce nom. En dépit de cette forte abstention qui pénalise notre mouvement, les scores que nous enregistrons nous permettent d'être présents dans nombre de second tours de ces élections législatives. Dans de nombreux départements, ces scores témoignent de l'enracinement du vote pour notre mouvement. La recomposition de la vie politique se poursuit. Le parti de M. Macron est en train d'absorber le Parti socialiste et les Républicains, qui font des scores historiquement bas. Toujours à cause de la forte abstention, il y a un nombre dérisoire de triangulaires dans les configurations de second tour qui s'offrent désormais aux électeurs. Dans de nombreuses circonscriptions, nos candidats seront opposés en duel à des candidats En Marche ou des candidats Les Républicains. Les différents appels à faire battre le Front National ont été lancés dès avant le premier tour dans les deux camps. Et d'évidence, les deux partis se soutiennent pour ce second tour des élections législatives. Cette alliance électorale entre les deux partis n'étonne guère. On se souvient du soutien de LR à Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. On a vu nombre de ministres LR entrer au gouvernement. On a entendu les nombreux appels à participer à la majorité présidentielle au lendemain des législatives. Ces deux partis sont en réalité main dans la main. Les électeurs patriotes doivent donc, dans les circonscriptions où nous sommes présents pour ce second tour, massivement se rendre aux urnes dimanche. Une forte mobilisation doit pouvoir nous apporter la victoire dans plusieurs circonscriptions. Et ces victoires sont essentielles. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Il s'apprête en effet à se livrer à un véritable saccage du droit du travail qui va jeter des millions de salariés dans la précarité sans rien apporter aux entreprises. Il va se soumettre à la politique d'austérité encore renforcée, réclamée par Mme Merkel. À cette dernière, il a répété sa soumission concernant l'accueil en France de migrants. C'est donc une immigration massive qui va continuer dans notre pays. Quant à la lutte contre le terrorisme, elle se limite à des lois liberticides qui ne règlent en rien les problèmes à la base de cette situation. Nos députés proposeront des solutions radicalement différentes, tournées vers des objectifs essentiels. Croissance, emploi, pouvoir d'achat, défense et sécurité et défense de notre identité nationale. En somme,
Il faut, dans le cadre de cette recomposition en cours de la vie politique, envoyer des députés qui seront autant de patriotes prêts à s'opposer à la politique mondialiste de M. Macron et à porter les valeurs qui sont les nôtres, à commencer par l'amour de la patrie et la défense des intérêts des Français. Il reste une semaine pour mobiliser les électeurs. Le taux d'abstention très élevé de ce premier tour montre que nous avons des réserves de voix considérables. J'en appelle donc à tous les patriotes pour qu'ils aillent aux urnes dimanche prochain et permettent de porter un maximum de nos candidats à l'Assemblée nationale. Quant à mon résultat personnel sur la 11e circonscription du Pas-de-Calais, j'arrive largement en tête avec près de 45% des voix. Dont 56% sur la ville d'Hénin-Beaumont. Et j'affronterai au second tour la candidate d'Emmanuel Macron, créditée de moins de 20% des voix. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en termine en rappelant qu'il est fondamental de se déplacer dimanche prochain pour aller défendre nos idées, pour aller défendre nos valeurs. Vive la République, vive la France. Voilà, première réaction de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen qui pourrait faire son entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois. Elle l'a dit, largement en tête dans sa circonscription. Elle obtiendra entre 45 et 47% des voix selon nos estimations à confirmer. L'image, donc, Nicolas Bay, puisque je vous ai coupé la parole, l'image serait sauve si Marine Le Pen entrait à l'Assemblée nationale. Mais quand même, au niveau national, si nos estimations s'avèrent justes en nombre de sièges, vous n'auriez pas assez de députés pour constituer un groupe. Oui, ce qui crée d'ailleurs un scandale démocratique majeur, puisque Marine Le Pen a rassemblé, vous le disiez tout à l'heure, 11 millions de voix à la présidentielle. Nous obtenons aujourd'hui, malgré tout, environ 14 ou 15% des voix. Donc ce sera absolument scandaleux qu'on n'ait pas une représentation convenable à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça que les Français doivent se mobiliser. Tous ceux qui ne sont pas allés voter, tous ceux qui se disaient que finalement c'était joué d'avance. Et ils sont nombreux, notamment dans les quartiers populaires, notamment là où nous faisons les meilleurs résultats habituellement. Eh bien, nous leur disons de se déplacer aux urnes dimanche prochain, parce qu'il y a énormément de second tour entre les candidats d'Emmanuel Macron et les candidats du Front National. Et il faut éviter par-dessus tout que Emmanuel Macron dispose d'une majorité tellement large que ça correspondra à une espèce de chèque en blanc qui lui serait donné pour les 5 prochaines années, alors même que la politique qu'il va mener en matière migratoire, en matière d'Union européenne, en matière de sécurité, risque d'être désastreuse et les Français en souffriront terriblement. Nicolas Bay, est-ce qu'on a senti poindre des divisions au sein de votre famille politique également? Est-ce que Marine Le Pen, pour les 5 prochaines années, elle est intouchable? Est-ce qu'à la tête du Front National, est-ce que la candidate, la personnalité de Marine Le Pen n'a pas à être mise en question? Je crois que Marine LePen a obtenu un très bon résultat à l'élection présidentielle, vous le rappeliez tout à l'heure. Ensuite, il nous appartient de tenir compte de ce niveau électoral élevé que nous avons atteint à la présidentielle. C'est vrai que nous n'avons pas totalement transformé l'essai là au premier tour des législatives, mais malgré tout, je crois qu'il y a une attente. Oui, d'abord, il y a une attente très grande à l'égard de notre mouvement. Je crois aussi que les Républicains, parce qu'ils ont beaucoup de sortants, et même s'ils obtiendront plus de sièges dimanche prochain, ne constitueront pas une opposition solide. Et c'est pour ça que, voilà, je crois que le Front National a plus que jamais un avenir devant lui, et il nous appartiendra de faire les transformations nécessaires pour être plus rassembleurs et plus attractifs encore dans le futur. Bernard Accoyer, un mot sur votre positionnement dans cet entre-deux tours. Dans le cas de duel En Marche Front National, est-ce que vous appellerez clairement à voter pour le candidat d'En Marche? Il n'y a pas d'accord d'appareil et nous allons regarder la situation au cas par cas. Ce qui compte pour nous, c'est de faire campagne, d'expliquer ce qu'est le programme d'En Marche et de juger dans chaque circonscription, en fonction de la situation du premier tour, si nous donnons une consigne de vote, s'il faut en donner une, parce que, vous savez, les électeurs ne suivent pas toujours, et loin de là, même parfois ils prennent mal un plaisir à faire le contraire de ce qu'on leur recommande. C'est François Baroin qui avait dit c'est la fin du nini, donc vous dites non, c'est pas vraiment la fin du nini, c'est au cas par cas. D'abord, il n'y aura pas de triangulaire, vous le voyez ce soir, la catastrophe que constitue cette participation qui est la plus mauvaise depuis le début de la Ve République aux élections législatives, écarte les triangulaires. Donc il n'y aura pas de triangulaire, donc la question ne se pose pas. Julien Drey, vous trouvez claire la position de Bernard Accoyer sur cette question? Je vous voyais un peu tiquer. Moi, je pense qu'il y a un retour en arrière par rapport à ce qui a été dit pendant la campagne. Il va y avoir des choix.
à faire. Et dans ces cas-là, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Pour ce qui est, en tous les cas, des socialistes, la ligne de conduite sera toujours la même. Nous nous souvenons du débat du deuxième tour. Nous nous souvenons de ce qu'a représenté Marine Le Pen dans ce débat. Et donc là où nous sommes en situation d'aider à ce que ces candidats soient battus, nous le ferons. Est-ce qu'il n'est pas temps, Bernard Accoyer, dans les mois à venir, prochain congrès, de clarifier la situation? Est-ce qu'on ne voit pas se définir plusieurs lignes au sein de votre famille politique depuis quelque temps? Est-ce que finalement, il n'y aura pas besoin de clarifier la situation des Républicains? En tout cas, la ligne des Républicains, elle est très claire. Nous l'avons exprimée lors de l'élection présidentielle. Donc, je n'accepte pas ce type de procès. Mais vous admettrez que nous puissions regarder la situation telle qu'elle est, circonscription par circonscription. Et enfin, nous aurons ce débat, bien entendu, aux Républicains. D'ailleurs, nous avons déjà un profond renouvellement parmi nos candidats, puisque nous avons 60% de nouveaux candidats. Et sur la ligne, nous discuterons et nous aurons un compromis nécessairement, puisque nous élirons notre prochain président à l'automne. Pour être bien complet, la même question à Alexis Corbière, parce qu'il y avait une petite ambiguïté pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Dans un cas entre le Front National et En Marche, que va faire la France Insoumise? Est-ce qu'elle appellera clairement à voter pour le candidat d'En Marche? Nous avons dit pas une voix pour le Front National, mais je le dis clairement, nous aurons des difficultés à dire clairement, à voter pour des gens qui veulent casser le code du travail. Et je l'ai déjà dit, donc c'est un engagement d'ailleurs que nous demanderons à tous les candidats. Pour le Front National, vous voyez comment je vous adore, Léa Salamé, mais le sujet de ce soir, on ne va pas jouer à ce que la menace Front National doit amener. On voit bien que ça n'est pas le problème central du pays, à ce qu'on accepte les choses comme ça. Nous, on le dit, on va analyser de toute manière. Nous ne créerons pas les conditions de l'élection d'un député Front National. Nous avons toujours été clairs là-dessus. Et d'ailleurs, ça me vexe un peu que vous disiez qu'on n'est pas clair, alors que nous sommes ceux qui avons fait reculer le Front National. Nombre de commentateurs, je pense à Pascal Perrineau, l'a démontré dernièrement. Nous luttons concrètement contre le Front National, et non pas parfois dans une volonté toujours de le mettre au centre pour dire qu'il faudrait soutenir ceux qui veulent faire du mal. Selon moi, nos conditions de travail, augmenter la CSG pour nos retraités, etc. Mais d'abord, je crois. Vexer, Alexis Corbière, mais je sais bien, mais je voudrais d'abord féliciter parce que je vois des bonnes nouvelles. Il y aura beaucoup de candidats France Insoumise au second tour. C'est une bonne nouvelle. Vous allez voir qu'on va entrer en force dans cette assemblée. Bien. Un petit mot peut-être sur l'abstention. Sur ce sujet, on y va. Puisqu'on a réalisé une enquête tout au long de la journée et notamment on a posé un certain nombre de questions sur ces enjeux de report. Alors l'électorat de la France Insoumise, quand il se trouve confronté au second tour face à un duel Front National, La République En Marche, à 61% souhaitent qu'il n'y ait pas d'appel ou de consigne de vote, mais à 33% souhaitent qu'il y ait en faveur du candidat de La République En Marche une consigne qui soit donnée, et à 6% seulement sur le Front National. On parle là donc de votre électorat. Mais nous avons les deux, et vous savez, on en a déjà parlé. Il y a des gens peut-être qui utiliseront le bulletin de vote contre le Front National, d'autres qui ne le feront pas. Mais ce n'est pas le sujet du pays face auquel on est confronté aujourd'hui au deuxième tour. Est-ce que La République En Marche a une totale à plus de 400 députés pour faire des choses que je considère, pour ma part, c'est mon analyse, que je ne trouve pas bon pour les milieux populaires. Oui. Donc, mobilisez-vous les gens. La caractéristique première, c'est qu'il y a plus de 50% d'abstention et qu'il y a des ressources formidables pour modifier le résultat du deuxième tour. On va reprendre le débat dans un instant. À vous, Laurent. On va retrouver nos éditorialistes. J'aimerais juste une précision. Cela veut dire que, pour vous, le troisième tour, il est électoral, il n'est pas social, il ne se passe pas dans la rue. Vous dites, venez voter, votez pour nous, parce que l'opposition doit se faire à l'intérieur. Je suis un responsable politique et pas un dirigeant syndical. Et les dirigeants syndicaux feront leur travail, je serai à leur côté. Aujourd'hui, je dis aux gens, allez voter. Il faut y aller au deuxième tour. Notamment, c'est dans les milieux populaires qu'on s'est abstenu. Les amis, les gens, mobilisez-vous. Et il y a de quoi, effectivement, changer la donne. Et comme ça, on pourra mettre sans doute un coup d'arrêt à des mauvaises mesures. Et si demain, ça n'est pas, c'est des choses qui se passent, appel à des mobilisations dans la rue, notamment à l'occasion, à l'appel des organisations syndicales, nous serons à leur côté. 20h42, on va poursuivre le débat dans un instant, mais on va retrouver nos deux premiers éditorialistes ce soir, avec nous Sosé Kemener, pour Marianne et Étienne Grenelle. Le Point, bonsoir, merci à tous les deux. Je vais reprendre d'abord une confirmation ce soir sur une de cette semaine. Recherche, opposition, désespérément, c'est plus que jamais d'actualité. Oui, vous avez raison, on voit bien la campagne des législatives, en fait, elle ne s'est pas faite dans un grand débat national, elle s'est faite dans des débats dans les partis. Regardez chez les Républicains, il y a ceux que Jean-Pierre Raffarin appelle les constructifs, qui sont prêts à tendre la main à Emmanuel Macron, et puis ceux qui veulent rester sur une ligne plus historique. D'ailleurs, ça se dessinera notamment lors de la future élection du président des Républicains, parce que le gros défaut des Républicains dans cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de leader. Et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué ce soir. Alors, de l'autre côté, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe au Parti Socialiste, le Parti Socialiste est menacé, lui, de balkanisation. On voit bien, Anne Hidalgo a créé son mouvement. On voit bien que Benoît Hamon, alors on ne connaît pas encore son résultat ce soir, mais lui aussi veut créer son propre mouvement. Donc, le résultat aussi est
très décevant pour les socialistes. Donc effectivement, on se demande où sera l'opposition avec un score qui promet d'être très très important. Il faut être prudent, on n'est encore qu'au premier tour des législatives, mais elle peut effectivement se faire dans la rue. C'est la question, on verra notamment cet été. Étienne Jardel, une autre une, celle du Point. Finalement, Jupiter, lui, se porte plutôt bien. C'était Emmanuel Macron que vous aviez mis en une en Jupiter. Il se porte très bien ce soir. C'est lui qui en avait parlé en premier. Il s'était autoproclamé. Voilà, il s'est autoproclamé Jupiter et il a fait tomber la foudre ce soir. Mais en même temps, ça suffit pas. Parce que on se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait été élu, qui avait eu une large majorité en 2007. Et tout ça s'est enlisé assez vite. Et Macron, d'ailleurs, était aux premières loges, puisque le cœur de la réforme que voulait porter Sarkozy, c'était la commission Attali, dont il était le rapporteur. Ça qui, finalement, 58, 81, c'est quoi 58, oui. Majorité. Pierre-Rosan Vallon, le grand historien, professeur au Collège de France, dit que c'est le retour aux sources de la 5e. Pourquoi ? Parce que c'est au-dessus des partis, ça bouscule les partis. Et c'est ce qu'il a fait là. C'est le général Macron ou c'est plutôt... C'est un peu le général Macron. Il a cassé la rente des partis. Alors après, il y a un autre parti qui naît aussi. Il peut se recréer une autre rente. Mais encore une fois, le fait d'avoir une large majorité ne suffit pas à réussir à réformer. Ça demande quand même un petit peu de nerfs. Et là, il sera à l'épreuve. Le danger, c'est quoi ? Finalement, que l'opposition, elle se fasse en dehors de l'Assemblée, c'est ça ? Voilà, c'est toute la question. Alors, on voit bien qu'Emmanuel Macron, justement, a abordé la séquence avec la loi d'habilitation qui sera présentée pour la réforme du code, pour les ordonnances, pour la réforme du Code du travail par ordonnance à la fin du mois de juin. Les ordonnances, le 28 août, on connaîtra leur contenu exact. Donc, on voit bien une volonté de tenir sur l'été, justement, pour qu'il n'y ait pas une opposition dans la rue qui puisse se loger dans les interstices. Le piège, c'est quoi ? C'est les 3M. On parle beaucoup des 3M du côté d'Emmanuel Macron. Pas le M de Macron, mais finalement l'opposition Mélenchon, Marine Le Pen et Jean-Claude Martinez. Martinez, peut-être encore que la CGT a été affaiblie. Elle est deuxième syndicat maintenant derrière la CFDT. Mais elle existe. Elle existe, mais il peut y avoir de la contestation dans la rue, il peut y avoir des groupes d'extrême gauche dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est ça que les Français veulent aujourd'hui. C'est ça le message qu'ils envoient aujourd'hui. Concrètement, il a une majorité. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas les nerfs. C'est à lui de le faire. Maintenant, il a toutes les armes pour le faire. Et d'ailleurs, c'est essentiel pour lui, parce que la réforme du droit du travail emporte toutes les autres, la confiance de l'Allemagne, etc. S'il ne tient pas avec une majorité aussi large que celle qui se dessine, c'est que ce n'était pas Jupiter. Voilà, Philippe Martinez de la CGT. Léa, c'est à vous. On retrouvera nos éditorialistes dans quelques instants. Voilà, il est 20h45 et si vous nous suivez en ce moment, 2 informations principales à retenir ce soir. D'abord, ce chiffre de l'abstention dont on ne cesse de vous parler, ce chiffre historique de l'abstention, près d'un Français sur 2 n'est pas allé voter, 51,2%, c'est du jamais vu sous la Ve République. Et puis l'autre information, c'est que Emmanuel Macron est en passe de remporter son pari, c'est-à-dire d'obtenir la majorité absolue seul, sans avoir besoin d'alliance avec d'autres partis, notamment avec le MoDem. D'autres réactions et d'autres résultats et des estimations avec vous, Nathalie. Oui, on va revenir sur la circonscription de Florian Philippot pour donner ses résultats. Il obtient donc 23,8% des voix. Il sera confronté au second tour au Républicain En Marche Christophe Arène. À dire que sa situation est assez difficile, donc un deuxième tour assez compliqué pour M. Philippot. Et puis dans la 6e circonscription du Finistère, un autre ministre, Léa, Richard Ferrand, qui est en ballotage très favorable, 33,9% des suffrages. Il affrontera Gaël Nicolas des Républicains au second tour, un peu plus de 18% des voix. À noter que l'ex-leader des Bonnets Rouges, Christian Troadec, est lui éliminé. Et là, on va partir maintenant à La Réunion pour Éric Abarège, enfin un socialiste, si je puis dire, qui est en position très favorable. Ça ne va pas être très fréquent ce soir, puisque l'ancienne ministre socialiste des Outre-mer obtient 47,2%. Elle sera opposée au second tour au républicain Jean-Jacques Morel, et elle a de fortes chances de l'emporter. Et puis il y en a un qui peut déjà prendre la direction du Palais Bourbon dès demain matin. Il s'appelle Paul Molac, dans la 4e circonscription du Morbihan. Il est élu dès le premier tour sous les bannières de La République En Marche. Voilà. Premier député pour La République En Marche. Merci à tous les deux. On revient vous voir dès que vous avez de nouvelles tendances, de nouveaux résultats partiels. C'est à vous, Laurent. Julien Drey, je sais que vous avez parfois, souvent même, le président de la République. Est-ce que vous l'avez eu aujourd'hui ? Oui, non ? C'est vrai que je ne commande jamais, je ne réponds plus exactement jamais à ce genre de questions. Mais le président de la République, c'est un citoyen comme les autres. Il a été voté ce matin à Tulle. Évidemment, il n'est pas satisfait, il ne peut pas être satisfait de ce qui est en train de se passer pour le Parti socialiste, mais il sait que c'est un mauvais moment, un très mauvais moment à passer pour nous. Voilà. Une précision, vous appelez, si le candidat socialiste n'arrive pas à se maintenir et ne peut se maintenir, à voter pour les candidats d'En Marche ? Ça dépend contre qui ils sont. J'ai vu qu'il y avait contre un républicain. Contre le Front National, oui, ça c'est évident. Contre la droite en place, oui, sauf si nous avons des candidats En Marche qui sont d'un statut bizarre. Contre la France Insoumise. Et contre la France Insoumise, ça c'est une discussion qu'on va voir en Bureau National demain. Les choses sont
Je veux dire, la règle de base des socialistes, c'est quand c'est la gauche, c'est la gauche. Voilà. Et nous ne divisons pas la gauche. Vous le savez, même dans des moments difficiles, même quand nous pouvons avoir des rancœurs. Parce que ce qu'on ne voit pas dans cette élection, c'est que si la gauche avait été unie, c'est-à-dire si la gauche n'était pas tombée dans des divisions terribles, eh bien, elle aurait beaucoup plus de deuxième tour où elle pourrait gagner. Et vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon, finalement, d'avoir aujourd'hui être peut-être, lui, effectivement, le fossoyeur du Parti socialiste. Il en rêvait à une époque. Moi j'en veux pas, c'est pas de haine personnelle. J'ai une analyse politique qui conduit à ce qu'il nous a expliqué qu'il allait prendre notre place. Le résultat, c'est qu'il détruit la gauche en général. Et bien ça, c'est pas un beau bilan. Mounir Majoubi, évidemment, on attend les confirmations, mais si jamais vous obtenez la majorité absolue seule, sans alliance avec le MoDem, est-ce que ça ne pose pas la question qu'on a entendue ces derniers jours, cette critique qui dit que trop de pouvoir tue le pouvoir, qu'un seul parti ait tout le pouvoir ou presque à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est pas bien pour la démocratie. Est-ce que vous avez cette préoccupation ? Oublions pas une chose, cette majorité que nous apprêtons et pour laquelle nous allons encore nous battre pendant une semaine à gagner, ce sont les Français qui nous la donnent. C'est la démocratie. Donc on ne peut pas poser la question de savoir est-ce que la démocratie va contre la démocratie. Et il y a une deuxième question, un deuxième sujet qui est important, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, ça n'a jamais été vu. Les transformations qu'on propose sur la France, ça n'a jamais été fait. Mais moi, je pense qu'on n'est jamais assez nombreux à vouloir changer les anciennes règles, à changer les anciennes méthodes, à renouveler la façon de transformer. Et donc, il va falloir... Cette majorité, vous savez, elle ne va pas simplement voter pour donner un blanc-seing ou un chèque en blanc. Elle va soutenir, créer, construire, accompagner. Et donc, on a besoin de tous ces talents. Et encore une fois, autorisez-vous à être surpris de tous ces visages que vous verrez. Merci beaucoup. On va écouter Jean-Luc Mélenchon tout de suite à Marseille qui va prendre la parole. Il est 20h50. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Montre une très nette et incontestable avance ce soir du parti du président de la République. Pour autant, les résultats montrent aussi une situation politique totalement instable et en trompe-l'œil. En effet, l'immensité de l'abstention montre qu'il n'y a pas, je l'affirme, de majorité dans ce pays pour détruire le Code du travail, réduire les libertés publiques, ni non plus pour l'irresponsabilité écologique, ni pour cajoler les riches, toutes choses qui figurent au programme du parti du président. Pour autant, le pays n'a pas cru qu'il était possible de faire autre chose autrement. C'est à nous, dorénavant, de l'en convaincre. La France insoumise, mouvement politique totalement neuf, présentant ses candidats distinctement de tous les autres, sans tambouille, ni combine, ni arrangement, a mis en première ligne toute une série de candidatures totalement nouvelles. Elle est récompensée en étant confirmée dans sa position éminente telle que nous l'avions constituée à l'élection présidentielle. La France insoumise voit ses candidats présents dans des dizaines de circonscriptions au second tour. C'est pourquoi j'adresse un appel au milieu populaire et de la jeunesse qui se sont moins mobilisés cette fois-ci que pour l'élection présidentielle. Je leur dis, considérez avec attention votre responsabilité personnelle dans la semaine qui vient. Au deuxième tour, ne donnez pas et ne permettez pas que soient donnés les pleins pouvoirs au parti du président. Ni à ceux qui s'en réclament directement parce qu'ils ont l'étiquette La République en marche, ni à ceux qui, ayant d'autres étiquettes, Parti socialiste, les Républicains, se préparent tout soudain au lendemain de l'élection à changer de camp. Soyez vigilants, attentifs au cas par cas. Partout où vous avez la possibilité de le faire, élisez les députés de la France insoumise. C'est autour d'eux que va se constituer l'opposition écologique et sociale, le mouvement humaniste dont notre pays a besoin pour avoir une alternative et un autre projet que de subir ce qui est. Élisez nos députés. Attention, dans vos décisions localement, chères candidates et candidats, chères équipes
qui avait préparé ce beau résultat dans tant de circonscriptions. Attention à ne jamais permettre l'élection d'un député du Front National, car c'est à nous qu'il en coûte le plus, à nous, le peuple populaire. Le Front National ne sert qu'à cela, diviser le peuple et favoriser des regroupements de circonstances qui conduisent à élire des gens qui ensuite vous frappent si rudement. Je m'en remets à vous. Ces consignes vous ayant été données, sur le terrain, appréciez les situations et agissez le plus habilement possible. Partout, assurez l'élection des députés de la France insoumise, car c'est là que se trouve l'opposition humaniste de demain. Et demain, la France, ça ne peut pas être cette majorité de circonstances qui aura cru comme un champignon après la pluie et sur quelques rayons de soleil, dans un univers déserté par le civisme et les électeurs et les électrices. Voilà. Nous abordons cette semaine qui vient en grande confiance. La première mobilisation que vous avez à accomplir contre la destruction du Code du travail, annoncée comme imminente, et contre la réduction des libertés publiques, c'est d'élire le plus possible de femmes et d'hommes candidats de la France insoumise. À bientôt, à la semaine prochaine, triomphant. Voilà pour l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Il parle d'une majorité de circonstances. Léa. Ne donnez pas les pleins pouvoirs au parti du président. Élisez nos députés, dit Jean-Luc Mélenchon. On rappelle que la France insoumise obtiendrait ce soir 11% des voix selon des premiers résultats, des premières estimations, ce qui donnerait en fourchette entre 11 et 21 sièges à l'issue du second tour. Ça reste en suspens de savoir donc si Jean-Luc Mélenchon pourra constituer avec la France insoumise un groupe parlementaire. Je vous présente nos nouveaux invités qui nous ont rejoints. Jérôme Guedj pour le Parti socialiste. Bonsoir à vous. Vous êtes candidat dans l'Essonne. Est-ce que vous avez déjà des tendances ? Non, les dépouillements sont en cours en ce moment. Hervé Mariton pour LR. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous réagirez dans un instant. Et puis Pierre Laurent pour le Parti communiste français. Merci d'être avec nous tous les trois. On vous donne la parole dans un instant. Mais d'abord, une question à vous, Nicolas B, dans la 6e circonscription. Ah, le Premier ministre. Mes chers compatriotes, le Premier ministre. Vous avez été appelés à vous rendre aux urnes pour choisir, lors de ce premier tour des élections législatives, celles et ceux qui vous représenteront dans la nouvelle Assemblée. Je tiens à remercier ceux qui vous ont permis d'accomplir votre devoir dans des conditions matérielles et de sécurité très satisfaisantes. Je pense en particulier aux forces de l'ordre et aux militaires de l'opération Sentinelle. Faire vivre notre démocratie en ces temps de menace n'a rien d'anodin. C'est un acte civique et c'est un acte de foi dans notre République. Je pense aussi à tous les bénévoles qui ont consacré leur dimanche au bon déroulement du scrutin. Je pense enfin à toutes ceux et à toutes celles, quelles que soient leurs opinions, qui ont eu le courage de se présenter devant les Français pour que vive notre démocratie parlementaire. Vous avez été moins nombreux que lors des élections présidentielles à vous exprimer, après, il est vrai, une très longue séquence de débats politiques qui a commencé il y a maintenant plus d'1 an. Je me dois d'insister sur l'importance d'aller voter dimanche prochain. Dans l'abstention de ce dimanche, je vois la conséquence de la démobilisation de certaines formations politiques qui n'ont visiblement pas su trouver un second souffle après une élection présidentielle perdue. J'y vois aussi l'effet de la démobilisation d'une partie de l'électorat pour qui l'élection du président de la République a clos le débat. Malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Pour la 3e fois consécutive, vous avez été des millions à confirmer votre attachement au projet de renouvellement, de rassemblement et de reconquête du président de la République. Un projet que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et qui s'est traduit par la nomination d'un gouvernement regroupant des sensibilités et des expériences diverses et par la préparation de textes législatifs dans 2 domaines clés, le rétablissement de la confiance dans l'action publique et l'adaptation de notre droit aux nouvelles exigences de sécurité liées aux risques terroristes. Le gouvernement a en outre présenté aux partenaires sociaux son programme de travail des 18 prochains mois afin de rénover notre modèle social et de moderniser notre droit du travail. Nous allons, en cette matière et comme dans toutes les autres, procéder avec méthode et dans le respect des partenaires sociaux. Mes chers concitoyens, la France est de retour.
Depuis un mois, le président de la République a su incarner, en France comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace. Le gouvernement, de son côté, illustre par sa composition un rassemblement radicalement nouveau et il est déterminé à servir la France et à répondre aux attentes des Français. Dimanche prochain, l'Assemblée nationale incarnera le nouveau visage de notre République. Une République forte, une République rassemblée, une République attentive aux besoins de chacun. La République française. Je vous remercie. Voilà pour la déclaration d'Édouard Philippe. Nicolas B, je reprends ma question que je vous posais à l'instant. Est-ce que vous avez les résultats de votre 6e circonscription? Apparemment, ça ne se passe pas très bien. J'ai les informations qui m'arrivent qui sont encore parcellaires. Je serai à la limite d'être au second tour, je crois, avec une quinzaine de voix d'écart avec le candidat pour le de la moment, France Insoumise. effectivement, Sébastien Jumel obtiendrait 41,7%. Non, les résultats là sont totalement faux. Bon, voilà. Ça se joue à la décimale à 22,80 entre la deuxième et la troisième place. Voilà. Eh bien, on va attendre les résultats encore quelques minutes dans ce cas-là, effectivement. Ce qui va nous permettre, puisqu'il est quasiment 21h, Laurent, de donner les estimations avec notre partenaire Ipsos Sopra Steria, si vous le voulez bien. Brice ou Laurent? On va regarder tout ça avec vous, Brice, avec attention. Cette estimation Ipsos Sopra Steria que nous vous donnions à 20h, qui a légèrement évolué. La République En Marche Modem qui arrive donc en tête avec 32,2% des voix. Les Républicains UDI des Verts droite à 21,5% des voix. Puis, vous le voyez, le Front National à 14%. La France Insoumise à 11%. Et on va regarder ensuite l'estimation en siège, Léa. Voilà, regardez ce que ça donnerait en siège. Attention, il ne s'agit que d'une projection en fourchette, rien de définitif. Mais voilà ce que ça donnerait pour le camembert. La République En Marche obtiendrait entre 390 et 430 députés. LR entre 85 et 125 sièges. Le Parti Socialiste entre 20 et 35 sièges. Grosse déconfiture pour le PS. Le FN n'obtiendrait que entre 3 et 10 sièges. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon avec le Parti communiste entre 11 et 21 sièges. Et voilà pour ce camembert où la couleur violette domine très largement, vous le voyez. Il est